Dans l'actualité de ce lundi, c'est en grommelant que l'intersyndicale de la SDE a mis fin à la grève. Les travailleurs ne digèrent pas le degré de réquisition, un décret jugé inconstitutionnel par les syndicalistes. En Assemblée générale ce matin, ils ont finalement accepté les 7,5% proposés par l'État. Il faut sauver le camarade Babacar Diop. Le monde universitaire se mobilise pour la libération du professeur. En plus de la grève observée aujourd'hui, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur annonce une plainte contre l'État du Sénégal au niveau de la CEDEAO et à la Cour africaine des droits de l'homme. Célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, présente dans tous les pays, riches comme pauvres. Le phénomène ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale selon les Nations Unies. Jusqu'à quel niveau le fléau est présent au Sénégal? Dans ce journal, nous ferons le point sur la situation. En sport, top départ de la Ligue 1, 7 matchs ont eu lieu ce week-end, 13 buts marqués en cette première journée. Début très prometteur pour Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur. Mais d'abord, cet événement malheureux qui frappe nos Djambars, 18 militaires du 12e bataillon blessés dans un accident à hauteur de Tchamen dans la région de Louga. 4 parmi eux se trouvent dans un état sérieux. Ils sont d'ailleurs acheminés à Dakar. Les autres sont à l'hôpital Amadou Sahir Mbaye. Après avoir quitté Dakar, le convoi s'est dirigé vers le champ de tir de Dodji. Le véhicule se serait renversé du fait du piteux état de la route. Nous y reviendrons. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la fin de la grève des travailleurs de la SDE. C'est amèrement qu'ils ont finalement décidé de regagner leur poste. Les travailleurs n'ont pas du tout apprécié le décret de réquisition. Selon eux, ce document est inconstitutionnel. Contre mauvaise fortune, bon cœur, ils ont finalement accepté les 7,5% au lieu des 15 réclamés. Voyons tout cela avec Maguette Soare Diallo et Pape Sango Dembaye. Avec la grève du syndicat des travailleurs de la Sénégalaise des eaux, la pénurie, suivi des plaintes et complaintes des populations, la réquisition du chef de l'État, la situation est en passe de connaître une solution. Les travailleurs de la SDE ont suspendu leur mot d'ordre. Vu l'évolution des discussions avec le ministère de l'eau et de l'assainissement, nous avons décidé de suspendre le mot d'ordre de grève, donner la chance de continuer les négociations, donner la chance aux secteurs régionaux des centrales syndicales qui sont engagés à rencontrer le président. Continuer le travail et attendre de sérieuses négociations. Ces travailleurs de la SDE se sont aussi prononcés sur le décret présidentiel. Mais dès l'instant que nous avons demandé de suspendre le mot d'ordre, les travailleurs vont reprendre. L'Assemblée générale a reconnu et dénoncé l'illégalité du décret pris par le président de la République réquisitionnant l'ensemble des travailleurs de la SDE, qui pour nous est un décret qui viole notre constitution, la loi fondamentale, parce que le droit de grève est consacré dans cette constitution. On ne peut pas prendre de décret et nous le jugeons comme absurde. L'État du Sénégal a proposé 7,5% du capital de la nouvelle société. Ces syndicalistes veulent plus et optent cette fois pour la table de négociation. 7,5%, c'est la dernière proposition que le ministère nous a faite. Et hier, et c'est dans ce sens-là qu'on doit reprendre les discussions pour voir jusqu'où on peut aller. L'intersyndicale des travailleurs de la SDE souhaite rencontrer le chef de l'État dans les prochains jours. Une bonne manière de gérer définitivement ce dossier à polémique. Merci Maguette. Rien ne sera de trop pour tirer d'affaire. Le docteur Babacar Diop, pétition, plainte à la CEDEAO et à la Cour africaine des droits de l'homme. Les enseignants annoncent la couleur. Ils ont boudé les amphithéâtres aujourd'hui en guise de protestation contre l'emprisonnement de leurs collègues. Et ce n'est pas fini si l'on en croit ces enseignants. Voyons tout cela avec Cher Diop et Diafaraba. 3 syndicats de l'enseignement, mais dans la main, ils sont plus que jamais déterminés. Le Sud-Est, le QSEMS et le SAES s'engagent dans un même combat, la libération de leurs collègues, le docteur Babacar Diop et ses co-détenus. Lorsqu'on arrête un universitaire, on le met en prison, on laisse des faussaires circuler librement.
des trafiquants de drogue, le pays est en danger. Parce que ce qui se passe est extrêmement grave. C'est une atteinte à la Constitution. Marcher pacifiquement, s'exprimer librement sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés parce qu'ils sont garantis par la loi fondamentale de notre pays. Une grève de 24 heures pour se faire entendre, un mouvement qui est observé dans toutes les universités du Sénégal avec en perspective d'autres plans d'action. La première action que l'on a entreprise est une action judiciaire. Nous avons mis nos avocats là-dessus qui vont porter plainte contre l'État du Sénégal au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO et à la Cour africaine des droits de l'homme. J'ai déjà personnellement écrit au secrétaire général de l'Internationale de l'éducation et nous initions une pétition qui, nous l'espérons, va être signée par au moins 10 millions d'enseignants à travers le monde pour exiger la libération du docteur Babacar Diop. Ces syndicalistes ont saisi l'occasion pour rappeler les conséquences de l'arrestation d'un professeur titulaire. Ils demandent aux autorités de prendre en compte ces considérations. Le collègue Babacar Diop est enseignant titulaire dans cette université. Il a une adresse, la justice sait exactement où le trouver. Il a déjà démarré ses enseignements, on le met aux arrêts et sous mandat de dépôt, on prive les étudiants de leurs professeurs et des enseignements auxquels ils ont droit. Le docteur Babacar Diop et compagnie étaient arrêtés devant les grilles du Palais de la République. C'était pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Ce collectif regroupant des syndicalistes de l'enseignement supérieur exige sa libération dans les plus brefs délais. Et cher comme qui dirait, si les enseignants éternuent, ce sont les étudiants qui s'enrhument. Les étudiants justement se mêlent de cette affaire. Eux aussi demandent la libération de Babacar Diop et de ses collègues. Babacar Diop, c'est un professeur d'université. Encore notre combat, c'est de toute personne qui fait partie de cette communauté estudiantine. Donc notre devoir, c'est de l'assister. L'acte qu'ils ont commis, nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse, en tout cas pour le moment. Nous, ce que nous exigeons, c'est que ces étudiants soient libérés pour qu'ils puissent regagner les amphis, pour au moins qu'ils puissent servir à la nation, mais également le professeur Babacar Diop pour qu'il puisse dispenser des cours à ces 1000 étudiants ou 3000 étudiants qui l'attendent dans les amphithéâtres. Descendre sur le terrain et perturber le système. C'est seulement ce que nous pouvons faire parce que si nous étudions et que nous laissons ces camarades dans les prisons, ça sera quand même preuve de mauvaise foi et c'est ce qui sera déplorable à notre égard. Recueilli par Cheikh Diop et Pape Sangonde Mbaye. Alors maintenant à Ziguinchor, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour élucider la mort d'Abdou Elinkine Diatta, secrétaire général autoproclamé du MFDC, tué le 27 octobre dernier. Le journal Les Échos informe que les auteurs de cet acte ont été identifiés. Il s'agit, selon le quotidien, de deux personnes qui s'étaient évaporées dans la nature. Ces dernières se sont cachées dans les coins reculés de Ziguinchor, une zone difficile d'accès pour les gendarmes. Ils souhaitent que l'État mette les moyens à contribution pour arrêter ces hommes. Ce 9 décembre est célébrée la journée internationale de lutte contre la corruption. Personne n'est à l'abri de ce crime. Selon les chiffres des Nations Unies, le coût de la corruption est estimé à au moins 2600 milliards de dollars, soit 5% du produit intérieur brut mondial. Le phénomène touche tous les pays développés comme en voie de développement. Justement, quelle est la situation au Sénégal et que disent justement les indices? Voyons tout cela avec Aïssatou Paye et Pape Sangonde Mbaye. Le Sénégal dans la zone rouge, indice de perception de la corruption, un des secteurs les plus touchés. Et l'exécutif, le cœur de l'exécutif a été également pointé du doigt comme étant un secteur corruptogène. La justice, la même chose, l'administration, la même chose, le monde religieux, la même chose, les organisations de la société civile également dans le même lot. Donc il y a un besoin aujourd'hui, un sursaut, que le président de la République prenne des mesures idoines qu'il faut pour que lutter également contre ce phénomène qui gangrène fondamentalement et en profondeur l'économie sénégalaise. La situation stagne, du retard dans la gestion de certains dossiers dans certains corps de contrôle. En 2015 ou 2016, la Cour des comptes n'a pas publié de rapport. Idem également pour l'inspection générale d'État. L'OFNAC, depuis 2016 qui n'a pas publié de rapport. L'ARMP, il était en retard, il a publié un rapport. Il nous reste également le rapport 2018, on est en 2019. Et là également c'est un cas particulier parce que j'ai toujours dit qu'au niveau de l'ARMP, il y a d'abord une question préjudicielle, à savoir l'illégalité du directeur général qui a fini son mandat depuis plus de 2 ans. Une gangrène
La population déplore. La corruption, c'est un mal vicieux. Il faut lutter contre ce fléau. C'est un gros vice. Les gens sont faux dans ce pays et ils aiment l'argent. De nombreuses conséquences, la culture de l'impunité, la transhumance, des actes à bannir. Et on continue d'en parler tout juste après cette édition avec le secrétaire permanent de l'OFNAC, Ibrahima Fall, qui sera l'invité de Aram Touré tout juste dans la dernière partie de Soir d'Info. Le président de la Banque islamique de développement a salué l'orientation prise par le Sénégal pour aboutir à un habitat durable, l'objectif de développement numéro 11. Les programmes Zéro bidonville et Zéro déchet en sont une parfaite illustration selon le docteur Bander qui participait au sommet du transformateur à Diamniadio. C'est un début de solution durable, suivant le président de la Banque islamique de développement au micro de Makumba Bey et Tierno Laurent-Mendy. Le président Macky Sall croit beaucoup à la science, à la technologie et à l'innovation pour transformer l'économie du Sénégal et la positionner parmi les plus émergentes. Son appui constant et important à l'entrepreneuriat et les outils qu'il donne à la jeunesse en sont une illustration parfaite, comme on peut le sentir aussi dans la vision du gouvernement d'améliorer la vie des populations du Sénégal. Dans des villes créatives, comme par exemple le projet Zéro bidonville, Zéro déchet ou le BRT, le bus rapide transit. Il y a également une orientation vers le digital et le savoir-faire pour les emplois de demain. La BID a été et va continuer d'être parmi les partenaires au développement les plus justes pour le Sénégal. Elle est prête à aider le gouvernement dans cet avenir. Propos traduit par Makumba Bey lui-même. Haro sur la dépigmentation. Pour de se faire entendre, le comité Eben de Fatick a initié en partenariat avec la gendarmerie une randonnée pédestre. L'association, à travers cet événement, espère influencer les femmes à garder le teint naturel, ce afin de préserver leur santé. Suivons là-dessus Angélique Dio avec notre équipe à Fatick. Nous sommes là ce matin devant le centre de montée d'Al Khel. Nous avons fait une randonnée qui nous a menés jusqu'ici. Une randonnée qui avait d'abord pour objectif de dire non au khessal, c'est-à-dire la dépigmentation artificielle. Parce que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. On a vu qu'actuellement, dans les réseaux sociaux, c'est ce qui est mis en exergue et même dans certains lieux de travail. Donc les femmes qui pratiquent la dépigmentation artificielle sont favorisées au détriment des femmes noires. Alors nous disons non parce que la beauté ne s'arrête pas à la dépigmentation artificielle. Le naturel, nous, c'est ce que nous prenons et c'est ce que nous voulons, que cela s'étende et que tout le monde sache que la noirceur est la plus belle couleur, c'est la couleur de chaque jour. Alors nous sommes là devant le centre de santé mentale, également pour rendre visite à nos frères, à nos sœurs qui sont ici. Le pourquoi, notre association ne dit pas seulement stop au khessal, mais nous œuvrons également dans le volet social. C'est pourquoi nous sommes ici. Voilà, ma noisseur, ma fierté, très joli slogan. Poste de santé cherche personnel qualifié à Barokounda, c'est dans la région de Tambacounda. L'établissement a été construit entièrement par les résidents de la zone. Seulement aujourd'hui, ils font face aux phénomènes qui touchent les zones rurales, isolées en dehors des agglomérations. L'exode médical, bien évidemment. Voyons tout cela avec Moussa Oumar Gueye et Amadou Djedjou. Après avoir exprimé leur satisfaction par rapport aux différentes réalisations du régime actuel, les populations de Barokounda, par la voix de leur chef de village, ont sollicité la construction d'un forage et l'affectation d'un personnel pour le poste de santé construit sur fonds propres. Pour lancer un appel, l'unité de tous les fils de Maka, résidents ou émigrés, notre zone aille de l'avant. C'est la piste qui va de Baka à Saréeli, dont les appels d'offres sont déjà lancés, sur lequel il y aura un pont sur le fleuve Sandouk. La piste qui va de Maka, qui passera effectivement par Fadiakounda jusqu'à Sobakounda. Il y a une troisième piste qui va de Maka à Leba, donc qui va passer par Sitakuru, Sao, Djende, Leba. Un hôpital à Saréeli, cet hôpital est déjà fonctionnel. Maintenant, en matière d'eau, comme le chef de village l'a dit, Barokounda, il y a la zone de Sobakounda, il y a la zone de Maniki et il y a la zone de Mburo. Voilà les 4 zones qui restent pour que Maka soit totalement couvert en matière hydraulique.
Saliouba, le coordonnateur des maires du département de Tambacounda représentant le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, à la clôture des activités de vacances à Barakunda, reste convaincu que les ressources financières sont déjà disponibles pour le bitumage de la route Koussanar-Makakoli-Bantan. L'engagement des femmes et des jeunes a fortement été apprécié par le conseil municipal Madoukan Baye, ainsi que les maires de Ndoga Babakar et Niani Toukouleur qui comptent ne ménager aucun effort pour répondre aux aspirations des communautés du Niani-Wouli. Merci Moussa Omar. Retour à Dakar. Le basculement à la télévision numérique terrestre avance à grands pas. D'ici au deuxième trimestre de 2020, vous serez nombreux à regarder TFM sur la TNT. Les acteurs se préparent d'ailleurs à ce défi technologique et tout le monde s'accorde sur l'amélioration des contenus et sur la mise à niveau de la chaîne de valeur. Maimouna Ndiaye et Tierno Loromendi. Acteurs de l'audiovisuel, ministère de la Culture et de la Communication, tous autour d'une même table pour discuter sur les contenus avant le basculement vers le numérique. La question de la télévision numérique terrestre, qu'on appelle la TNT, aujourd'hui, le Sénégal fait partie des premiers qui ont lancé ce programme. Et aujourd'hui, il faut reconnaître quand même qu'il y a des efforts à faire pour respecter les délais de basculement qui sont fixés à juin 2020. Vous mettre ensemble, producteurs et éditeurs, pour créer un cadre de concertation, de dialogue, pour permettre justement aux producteurs financés par des fonds publics de pouvoir donner leur contenu aux éditeurs dans des conditions vraiment acceptables. La troisième, je l'ai dit tantôt, notre pays attire, de plus en plus de médias étrangers s'installent et donc on ne peut pas s'enfermer. On est obligé de garder cette ouverture en tant que pays de la Teranga, pays de référence démocratique. Mais justement, c'est l'occasion de renforcer nos chaînes. L'exercice consiste également à revoir les programmes, parler économie et finances, corriger certains manquements. Il faut que nos médias nationaux se positionnent pour renforcer leur position dans l'espace médiatique. Et comment renforcer leur position? C'est justement en mettant l'accent sur le contenu. Et pour avoir ce contenu, il faut que l'industrie de production audiovisuelle et cinématographique soit suffisamment forte. Parce qu'une chaîne, elle n'est pas là pour produire tout. Une chaîne va aller chercher des contenus pour mettre dans ses grilles. Non seulement nous allons assainir le secteur, parce que nous allons instaurer de nouvelles cartes de presse numérisées pour faire en sorte que les journalistes restent des journalistes, les animateurs restent des animateurs. Après la presse en ligne et les médias audiovisuels, le ministère de la Communication entend poursuivre les discussions pour des recommandations fortes. Merci Maimouna. 117e édition du Gamou de Pire, la cérémonie officielle a servi de cadre aux autorités étatiques et au khalife de Pire pour se prononcer sur l'insalubrité qui constitue un phénomène inquiétant selon ces autorités. Le khalife Serigne Mansour Cissé a appesanti son discours sur la paix qui risque de nous échapper si l'on y prend garde avec les innombrables discussions, les débats sur la découverte du pétrole et du gaz. Reportage Cherante Diop, c'est la tire. La 117e édition du Gamou de Pire a été une occasion pour les autorités étatiques et religieuses de se prononcer sur l'actualité brûlante. Le ministre des collectivités territoriales dirigeant la délégation gouvernementale est revenu sur cette question épineuse de la gestion des ordures, l'insalubrité qui sévit dans plusieurs localités. Il y a trop de déchets d'ordures dans ce pays. On dépose les ordures partout. Cela démontre le laxisme des autorités face à certains comportements liés à l'incivisme. Je demande aux maires de jouer leur partition dans cette lutte. Le khalife général de Pire, devant la délégation gouvernementale, est sorti de son mutisme pour se prononcer sur la situation du pays. La violence, l'incivisme, la découverte du gaz et du pétrole, autant de questions qui méritent réflexion. Pétrole, gaz. Vous croyez que l'or, le gaz et le pétrole sont des richesses? Non, la seule richesse, c'est la paix. Yooyu yëpp ñuy wax du koom-koom nee na xam nga luy koom-koom jàmm nee na saa yu ma see dégg yàgg na ñu ne pétrole gaz daf fiy feeñ. Les prémices de la paix risquent de nous échapper si l'on y prend garde. nee na mu ne ay seytaane ngi ñuy yodde
et le calife de Pire, Serigne Mansour Cissé, de rappeler à l'État s'il y a un domaine où l'on note le plus de désordre et de chaos, c'est bien les réseaux sociaux. Merci, cher Anta. Il est considéré comme le pionnier du graffiti au Sénégal. Docta, c'est son nom d'artiste. Il s'investit également dans la lutte contre les violences faites aux femmes. En collaboration avec l'ambassade du Canada, l'artiste a fait jaillir, vous allez le voir, son talent sur les murs de l'ambassade. Regardez ce reportage d'Aïssatou Paye et Pape Sangoné Mbaye. Des graffitis sur les murs de la résidence de l'ambassadeur du Canada. Des dessins de Docta. Le graffeur s'implique dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Que ce soit l'homme, nous tous, on doit apporter et on apporte. Et c'est par compétence. Il faut qu'on le construise. Et pour la construire, il faut deux entités, soit l'homme et la femme. Dans toute chose, on ne peut pas dire que la femme est plus importante que l'homme ou l'homme est plus important que la femme. L'artiste s'engage, mais pour l'homme, c'est une façon à lui de valoriser la femme. Des activistes naturellement à travers notre art. On partage beaucoup de points de vue par rapport à différentes choses. C'est dans la société. Et si mon partenaire qui est l'ambassade du Canada vient me voir pour qu'on discute jusqu'à proposer ce projet-là, me dire waouh, c'est un truc qui touche à tout le monde. C'est comme si on parle de cancer du sein. Et ce n'est pas par hasard que l'ambassade du Canada l'a choisi. Le médium qu'utilise Docta en est un des arts de la rue, le graffiti, qui interpelle et puis qui permet de sortir des musées et puis de parler directement aux jeunes et aux moins jeunes, et de les sensibiliser, de faire passer un message fort par rapport à l'importance de protéger et puis les femmes. Docta met en exergue des femmes fortes pour impulser la lutte contre la violence faite aux femmes. Merci Aïssatou. Et puis la polémique ne dégonfle pas suite à la convocation d'un sommet du G5 Sahel par Emmanuel Macron. Vous le savez, sur un ton ferme, le président français a presque intimé les présidents des pays membres à venir clarifier leur position sur la présence des forces Barkhane au Mali. Pas de réaction officielle pour le moment des pays concernés. En revanche, la société civile africaine bouillonne. Explication dans ce sujet de Aminata Mbarisso. C'est une déclaration qui a fâché des organisations de défense des intérêts de l'Afrique. Au cours du sommet de l'OTAN tenu à Londres les 3 et 4 décembre, le président français Emmanuel Macron avait demandé aux chefs d'État membres du G5 Sahel de clarifier leur position par rapport à la présence des forces militaires françaises dans le Sahel et l'expression de mouvements anti-français en Afrique francophone. Une sortie qui n'est pas du goût de certains défenseurs de la cause africaine qui se disent outrés et choqués par les propos du président français Emmanuel Macron. C'est ainsi des organisations telles que le groupe de travail du rapport alternatif sur l'Afrique, entre autres, ont sorti une déclaration commune pour condamner fermement les propos du président Macron, une sortie hasardeuse qui remet au goût du jour certaines vieilles doléances comme l'abolition des relations néocoloniales entre la France et ses anciennes colonies qui s'exercent souvent à travers le franc CFA, les accords économiques financiers, le soutien à certains régimes dictatoriaux. Dans la déclaration, elles exhortent les chefs d'État de la CEDEAO a organisé dans les plus brefs délais un sommet des chefs d'État africains pour dégager des mesures effectives pour la restauration de la paix dans le Sahel et la relève des troupes françaises. Elles ajoutent par ailleurs que les États africains devraient prendre en compte la gravité de l'heure et s'engager aux côtés du G5 Sahel à prendre en main la sécurité et le maintien de la paix dans la zone, c'est-à-dire se départir de l'aide de la France. Et Aminata, la rencontre est normalement prévue à Pau, en France, le 16 prochain. Justement, l'actualité internationale nous mène au Niger. Un soldat tué et 5 autres blessés lors d'une attaque contre une base militaire ce lundi près de la frontière malienne. Climat toujours tendu à Alger et à Paris après l'élection présidentielle en Algérie et puis aux États-Unis, la destitution de Donald Trump. Semaine décisive, les démocrates et les républicains dans un congrès divisé. Nous y reviendrons avec Khadijatou Goro.
Parlons sport à présent avec enfin la Ligue 1 qui démarre au grand bonheur des footeux. 4 victoires en 7 matchs dont les 3 à l'extérieur. Parmi les équipes victorieuses, Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur qui signent la plus large succès pour trôner à la première place du classement. Tels sont les grands enseignements de la première journée de la Ligue 1. 13 buts ont été marqués. Récit, cher Sadi Boudjara. Vainqueur 1-0 dans le choc de la première journée face à l'ASC Jaraaf, Génération Foot championnat titre lance bien sa saison 2019-2020, tout comme Tenguej FC, désormais entraîné par Youssou Dabo, qui est allé surprendre Casa Sport à Aline Sitoé Diatta, 1-0. À domicile, AS Pikine a récolté les 3 points devant Ndiambour de Louga, une victoire dans le match le plus prolifique de la journée, 3-2. L'exploit, c'est le succès à l'extérieur de Dakar Sacré-Cœur qui a étrié l'US Gorée sur le score de 3-1. Une large victoire qui porte Dakar Sacré-Cœur à la première place du classement. Grosse performance aussi pour l'AS Douane. Les Gabolos sont revenus du stade Caroline Faye face au stade Mbour avec une victoire 2-0. Le duel des promis entre Seneps de Thiès et Djambar de Sali a tourné à l'avantage des académiciens, 1-0. La rencontre entre Niary Tally et Mbour Petite Côte, 2 équipes très attendues cette saison après leur recrutement, s'est soldé par un nul blanc. Merci, cher Sadibou. Et puis parlons basket à présent, national féminin. Les équipes promues pour la saison 2020 sont connues. CM de Ziguinchor et NCEPS UCAD de Dakar, qualifiés pour la finale du tournoi de montée, sont les heureuses élues pour le national 1. Masculin, AS BOP de Dakar est promu. L'autre équipe qui va l'accompagner va être soit Isaac Sport, grand favori, soit Dream ACT de Dakar. Nous y reviendrons également. Parlons maintenant de l'actualité internationale. Au Niger, un soldat tué et 5 autres blessés lors d'une attaque contre une base de l'armée ce lundi près de la frontière malienne. Et puis, climat toujours tendu à Alger et à Paris après l'élection présidentielle en Algérie et puis la destitution de Donald Trump. Semaine décisive aux États-Unis, voyons tout cela avec Khadija Tougoro. Au Niger, un soldat tué et 5 autres blessés lors d'une attaque ce lundi contre une base de l'armée au nord de Tawa, près de la frontière malienne. Un kamikaze s'est explosé dans un véhicule devant le camp militaire. Le camp a sitôt été bien défendu par les forces nigériennes. La ferme et farouche résilience des soldats nigériens, déjà en alerte depuis quelques jours, ont déjoué les stratégies des assaillants venus du nord du Mali à bord de plusieurs véhicules. Traqués par les soldats de la compagnie et du commando du bataillon de sécurité de renseignement, une partie des assaillants s'est réfugiée dans le village d'Agando en se servant de la population comme bouclier humain. À Paris, le vote à l'élection présidentielle des expatriés algériens ouvert le samedi dernier sous une atmosphère fiévreuse et tendue. Les manifestations se sont tenues devant le consulat de plusieurs villes françaises, dont Bobigny et Saint-Étienne. À Bobigny, quelques 150 manifestants étaient présents devant le consulat. Le vote pour les expatriés y est organisé jusqu'au 12 décembre. Les votants ont été copieusement insultés selon une source policière. Certains manifestants scandaient « traître ». Des dizaines de manifestants se sont également regroupés près du consulat à Paris pour protester contre l'élection et dénoncer le pouvoir en place. Les expatriés algériens disent rejeter l'interférence du militaire dans les politiques et demander que le pouvoir revienne aux civils. Une centaine de personnes a par ailleurs manifesté dans le calme devant le consulat à Nanterre. Aux États-Unis, les démocrates et républicains dans un congrès profondément divisé. L'ouverture d'une audition ce lundi 9 décembre menant sous peu à la mise en accusation du président américain. La commission judiciaire de la Chambre des représentants doit voter d'ici la fin de la semaine sur les actes d'accusation retenus contre le président Donald Trump. La procédure s'acheminera ensuite au Sénat. Ce compartiment dominé par les républicains devrait prononcer l'acquittement. C'est Khadija, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La suite de Soir d'info avec vous Aram Touré et Pape Djibril Fall. Vous devriez normalement recevoir le secrétaire permanent de l'OFNAC.